Trop bien. Hello à tous. Ravi de vous retrouver en compagnie d'Under. Est-ce que vous pouvez juste nous dire si vous nous entendez correctement? Déjà, donc j'ai une petite trentaine de personnes qui sont là. Si vous pouvez juste utiliser le chat pour... voilà, merci beaucoup Pauline. Ok. Et Ander, est-ce que tu peux faire ton test 1, 2, 1, 2 pareil? Alors, 1, 2, 1, 2. Voilà, Tout le monde m'entend, c'est bon? trop bien. Je crois que c'est le cas. Super. Ok, au top, super. Ben, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas fait un webinar et en plus en compagnie de Ander qui a été un des premiers utilisateurs de Faro, donc enfin, au tout début. Donc franchement, c'est un honneur. Il fait partie des gens qui ont fait que la société continue à exister. Voilà, juste de Merci manière Alexis. la plus simple possible. Et tout simplement, aujourd'hui, on va parler des campagnes email parce que c'est un gros sujet d'actualité. Les campagnes email, il y a beaucoup de choses qui se passent. Le marché a beaucoup évolué et on a souvent tendance à aller à l'idée simple de dire ça marche plus. Si ça marche, en fait ça marche, c'est simplement que ça marche un peu différemment, que ça nécessite des approches qui sont un peu différentes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai sollicité la présence d'Ander parce qu'il a cette approche-là différente. Donc il cible très bien au départ. Souvent avec nous, mais voilà. Et en plus de ça, il a une vraie expertise sur la partie copywriting et une manière différente de la faire, une manière différente qui utilise d'autres ressorts. Et c'est de ça dont on va discuter aujourd'hui. Je te laisse la parole pour la suite. Super. Bonjour à tous. Déjà, merci Alexis de m'avoir invité sur ce webinaire. C'est pareil, c'est un honneur, hein. On a commencé à travailler avec vous il y a un petit moment maintenant. Et c'est vrai que ça a pas mal changé beaucoup de choses pour nous, en tout cas dans notre ciblage, dans notre manière de faire. On a gagné énormément de temps dans nos campagnes de prospection et donc voilà, je tenais à le souligner. Alors, donc, je me présente rapidement. Donc, Ander, je suis le fondateur de SBDR Team. SBDR Team est une solution d'externalisation commerciale qui accompagne principalement des startups qui ont des problématiques soit de ressources ou d'expertise sur de la prospection commerciale. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous partager mon retour d'expérience. Ça fait maintenant 3 ans bientôt que la boîte existe. Ça fait je dirais plus de 100 campagnes d'email qu'on a dû mener. Donc du coup, on a pas mal challengé notre approche, on a pas mal challengé les outils. On s'est pas mal remis en question parce que justement, comme tu l'as dit Alexis, le marché il change énormément. Ce qui marchait bien il y a peut-être 5-6 ans aujourd'hui ne marche quasiment plus. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer comment nous, avec une technique qu'on a appelée STH, on a réussi à se renouveler, mais surtout on a réussi pour nos clients du coup à faire en sorte que la prospection email génère des rendez-vous. Juste avant que tu départs, je précise juste, donc il y a le chat, vous pouvez l'utiliser. Je vais faire un modérateur un petit peu aujourd'hui, mais en reprenant les questions. Donc n'hésitez surtout pas à solliciter, à poser des questions qui vous viennent au fur et à mesure des slides. Il y en a certaines qu'on traitera en même temps, il y en a d'autres qu'on reprendra jusqu'à la fin, enfin plutôt à la fin de la présentation. D'ailleurs, à la fin de la présentation, je crois que Under aura une petite surprise, donc on Yes. verra bien. Ok, allez, je te laisse la parole. Super. Donc, du coup, petite question, c'est toi qui as la main dessus ou je peux aussi avoir la main dessus? Pareil. Donc, au programme, on va voir d'abord, on va faire en premier temps un état des lieux et voir un peu les limites du cold email. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Pourquoi ça marche moins bien? Dans un second temps, on verra comment structurer son email. Et dans un temps 3, on va voir cette technique que nous, on utilise chez SBDR, qui est donc le STH. Donc aujourd'hui, c'est toujours bien de rappeler que l'objectif d'un email, bien sûr, c'est d'obtenir un rendez-vous idéalement, de générer un clic, de générer une réponse, de l'engagement, mais surtout de pouvoir attirer l'attention de notre prospect. Alors, j'ai encore des clients, ou parfois moi-même je reçois ce type d'email, qui font de la vente, en tout cas qui essaient de vendre directement leurs produits par mail. Ça marche pas. C'est vraiment pas le bon canal.
à moins qu'on soit totalement, on soit sur du B2C, on est sur un positionnement e-commerce et qu'on a toute une stratégie marketing derrière. Oui, mais quand on s'adresse à des C-level en B2B, généralement, ça ne marche pas. Donc, vous avez dû tous remarquer que vous avez de moins en moins de réponses sur vos emails et vous vous êtes certainement demandé pourquoi. On a des taux de conversion qui en effet, sont en chute libre. Mais ça dépend aussi, j'ai envie de dire, de l'écosystème dans lequel vous vous trouvez. On va le voir un peu plus tard, mais par exemple, une entreprise qui est aujourd'hui dans ce qu'on peut appeler un océan bleu, aura forcément, en tout cas si elle a une bonne approche par mail, elle aura forcément des taux de retour beaucoup plus intéressants, en tout cas qu'une entreprise qui va être dans un océan rouge avec pas mal de concurrents, etc. Donc, cela emmène aussi à dire qu'aujourd'hui, il faut prendre en compte la pression commerciale qui est exercée sur vos cibles. Il faut vous dire que vous n'êtes pas les seuls à les prospecter et que ils doivent recevoir facilement. Je vous prends l'exemple d'un responsable marketing. J'ai moi-même mon meilleur ami qui est responsable marketing dans une boîte. Il me dit, je reçois entre 10 et 15 emails de prospection par jour. Et ça encore, ce sont les 10 et 15 qui lui arrivent en inbox et qui ne finissent pas en spam. Je pense qu'il doit en avoir un peu plus. Donc voilà, il a une pression commerciale qui forcément est de plus en plus forte. Il y a le mail, il y a LinkedIn, il y a le téléphone. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe? Il va être beaucoup plus méfiant. Il va avoir des mécanismes de défense qui vont être beaucoup plus importants. Et donc forcément, il sera de moins en moins emmené à répondre. On a aujourd'hui des techniques qui sont facilement détectables par vos cibles. Pourquoi? Parce que tout le monde aujourd'hui écrit quasiment presque de la même manière. On utilise les mêmes outils. Beaucoup ne se prennent pas la tête et font parfois des copier-coller ou reprennent. Vous avez dû voir sur LinkedIn des personnes qui disent oui, j'ai trouvé le cold email qui performe. Laissez-moi un commentaire et je vous l'envoie. Forcément, si tout le monde fait ça et que tout le monde envoie le même mail, ça ne marche pas. Au bout d'un moment, ça ne marche pas. Je vais vous prendre un exemple. Peut-être que vous l'avez vu passer, celui-là. Il y a quelques années, c'était le fameux mail qu'on recevait avec un mec qui avait une tasse de café avec votre prénom écrit dessus. Bon, ça, on l'a tous saigné. Hein. Je peux dire qu'aujourd'hui, évidemment, ça ne marche plus. Évidemment, même une personne qui n'est pas de cet écosystème sales, quand elle reçoit ce mail, merci, au revoir, spam, voilà. Donc, on a aussi un manque de créativité et de réflexion. Ça revient un peu à ce que je disais. Beaucoup de personnes qui vont prendre des templates, qui vont faire des copier-coller et qui ne vont pas forcément chercher à avoir une réflexion assez profonde sur le sujet. Alors, on a regardé un article de Forbes qui dit que en moyenne, un professionnel reçoit 48 mails par jour, dont 15 qui sont publicitaires. Bon, là encore, je pense que ça dépend forcément du secteur dans lequel on va se trouver. Sur ce même article, on nous dit que 80% des acheteurs préfèrent parler à un commercial par email que par téléphone. Là encore, à prendre avec des pincettes, parce qu'en effet, je vais vous donner un exemple concret. Si demain, vous devez prospecter des agents immobiliers, les agents immobiliers, ils passent leur vie au téléphone. Donc, prospecter un agent immobilier par mail, je pense que, bonne chance. C'est très dépendant des secteurs, mais c'est très vrai. On le remarque, en fait, dès qu'on a des métiers dans lesquels on a une nécessité d'organiser son agenda de manière très forte, je suis le premier concerné, très honnêtement, impossible de me prospecter par téléphone. Mais impossible. Vraiment, ça sera jamais bien et en fait vous êtes en train de pénaliser potentiellement l'agenda de la personne. Donc le téléphone, je crois à privilégier dans la relation commerciale, mais dans une première approche sur les secteurs qui acceptent l'email, c'est toujours un tout petit peu compliqué, un petit peu touchy. Et en fait, ce que ça montre, c'est que l'email aussi avec cette stat qui est, je pense vraiment structurante, l'email reste un canal dans lequel les gens choisissent aussi le moment dans lequel ils peuvent voir le contenu d'une personne et ça laisse beaucoup plus de souplesse. Hein. C'est beaucoup plus souple que la plupart des autres canaux.
Exactement, je te rejoins totalement. Et surtout que avec l'email aujourd'hui, on aura un peu moins de barrières pour joindre, par exemple, des C-level. Euh, on n'aura pas la barrière, le barrage secrétaire. On va pas avoir aussi, bon, pour ceux qui ne veulent pas respecter les règles de la CNIL et qui scrapent des numéros de portable. Deuxième problématique, donc bon, il y a pas mal de barrières avant de pouvoir toucher la bonne personne. L'email, généralement, une fois qu'on a fait les bonnes configurations, qu'on a une bonne délivrabilité, généralement, on arrive à toucher notre prospect. Donc, ça fonctionne comme de la pub au final. C'est le bon canal pour la bonne personne au bon moment. Voilà. Tout simplement, si le bon canal pour votre cible, c'est l'email, bah, allez sur l'email. Si c'est le téléphone, parce que c'est des gens qui sont en mouvement, qui sont sur des chantiers, qui sont jamais au bureau, qui ne regardent pas leur ordinateur, bon, bah, ça sera le téléphone. Donc aujourd'hui, on a des méthodologies qui, en effet, commencent à s'épuiser. Alors, on s'est amusé à vous montrer quelques mails que j'ai reçus, hein, parce que moi aussi, je me fais prospecter. Et voilà, on s'est dit, est-ce que aujourd'hui vos emails ressemblent à ça? Donc là, on a un email clairement qui pourrait être encore plus court. Bien sûr, j'ironise, mais bonjour, on a été fondé. Quelques exemples, êtes-vous disponible? Ok, ok, d'accord. Bon, bah, aucune chaleur. Je ne sais même pas à qui je parle. Ah, si, je le sais C'est un peu direct. à la fin. Très direct, très direct. Mais elle pourrait faire plus court. Elle aurait pu dire bonjour, on a été fondé, êtes-vous disponible? Peut-être que ça aurait marché. Bon. Ou as-tu une CB under? Aussi. Ou sinon, on a un autre type de mail, un peu plus froid aussi, pareil. Bon, là, on a quand même le enchanté. J'ai découvert il y a peu le site internet, nanana, et au vu de votre positionnement, j'ai trouvé pertinente l'idée de vous contacter. Nanana. Et là, c'est HubSpot hein, qui envoie quand même ce mail. Là, pareil, on est dans un mail qui est froid et qui ressemble finalement à celui-ci. Il n'y a pas énormément de différence. Une fois qu'on a l'habitude de recevoir pas mal d'emails, au bout d'un moment, notre regard il s'habitue. Voilà, on arrive à détecter entre guillemets des mails qui sont des mails de prospection. Et aussi, ils font un petit truc que nous on ne fait pas, par exemple, c'est mon agenda. Voilà, ici premier mail de contact, elle me dit ben voilà mon agenda. Là aussi, pareil, ça a commencé encore sur LinkedIn. Il y a quelqu'un qui a commencé avec cette stratégie. Tout le monde s'est lancé à mettre son agenda ou à dire à son prospect, bah, venez prendre rendez-vous dans mon agenda. Moi, là encore, c'est de mon point de vue, mais je me dis que quand c'est moi qui suis dans une démarche de prospecter une personne qui ne m'a rien demandé, qui ne m'attend pas, je la prospecte et en plus de ça, je lui demande un effort. Donc, l'effort, c'est de lui dire, bah, en plus de ça, bah, tiens, va toi sur mon agenda, choisis-toi la date qui te convient et prends le rendez-vous. Bah, non, en fait, non, ça marche pas. En tout cas, moi, c'est une des techniques que je n'utilise pas. Je sais pas pour toi, Alexis. Si, bah, très peu. Et moi, j'avais ces tournures au départ qui commençaient par le jeu et de moins en moins dans les campagnes. Je pense que c'est aussi ce qu'il faut un petit peu changer, comme ça peut s'opérer de plus en plus sur les landing pages, où on doit transformer ses phrases pour ne plus avoir à se mettre en avant à l'intérieur des campagnes. Donc de commencer par finalement le point de vue du prospect et plus par le sien, qui est un petit peu facile. Bonjour, je suis Alexis, fondeur de ça, tac, tac, tac. Ouais, mais en fait, la personne, entre guillemets, s'en fiche un petit peu. Je pense qu'il faut faire cet effort de pouvoir commencer ses phrases par un vous, en tout cas centré par la personne. Et ça, c'est pas évident. Ça nécessite un peu de C'est pas évident. travail. C'est pas évident. Voilà, on a d'autres mails encore pareil. Vous allez voir que à un moment, là, on est sur HubSpot. C'est HubSpot qui m'avait prospecté, une toute autre boîte qui m'a prospecté, mais au final, on retrouve quasiment, vous voyez, les bullet points, on retrouve quasiment la même chose, la même structure, et on a l'impression que c'est les mêmes personnes qui ont écrit le mail. Donc, le point commun entre ces trois mails, bah, c'est on n'a aucun contexte à la prise de contact. Pourquoi ils me contactent? Quel est le signal qu'ils ont détecté dans ma boîte et qui a fait dire aux sales, OK, là, il y a quelque chose d'intéressant.
On est sur des mails qui sont purement des mails commerciaux. À aucun moment, on a une composante affective, cognitive. On ne parle pas à l'humain, en fait. Si on revient dessus, à aucun moment, on parle à l'humain. On parle peut-être au fondateur, mais à aucun moment, on parle à l'humain. Il n'y a aucune créativité dans la phrase d'accroche. Les phrases d'accroche sont toutes les mêmes. Alors là, on ne se fatigue pas. Avez-vous besoin d'articles? J'ai découvert, j'ai été fondé. Bon, voilà, on ne se fatigue pas forcément. Et un call to action, finalement, qui n'apporte aucune valeur. Déjà, si j'ai réussi à lire tout le texte et arriver en bas, bon, bah, mon call to action, finalement, j'ai envie de dire, c'est un peu le call to action classique qu'on retrouve un peu partout. Voilà, êtes-vous disponible, blablabla, etc. Un petit dernier pour la route. Alors, celui-là, je l'aime bien parce que il est quand même assez spécial. C'est que je reçois un mail qui vient a priori de la boîte Service Marketing et en signature, j'ai Agence Swiss Life. À qui je parle? Je ne sais pas. Je parle à Swiss Life, je parle à Agence Marketing. Ça, je pense que je ne vais pas taper sur les copains, sur les collègues, mais je pense que Swiss Life a dû passer par une boîte de prospection et la boîte doit utiliser un autre nom de domaine. Bon, bref, voilà, tout de suite pour l'image de Swiss Life, c'est pas terrible. Ensuite, dans la tournure de mail, ils ont essayé une personnalisation. Donc, apparemment, le directeur a lu sur mon profil LinkedIn que je possédais un parcours remarquable. Waouh, qu'est-ce que ça veut dire? Là, on se dit, il n'y a pas un mec derrière qui a relu et qui s'est dit non, on ne peut pas envoyer ça. Vous possédez un parcours remarquable, ouais. Bon, ok, pourquoi pas. Rien que ça, je m'attendais à plus quand même. Donc voilà, ça, encore une fois, on est sur un mail très commercial. Bon, ils ont essayé, hein, il y a des petits emojis, etc. Ils ont essayé, mais en soi, on reste sur un mail au final qui respecte certaines règles. Attention, hein, le mail, il est court. La proposition de valeur, elle est bien. En tout cas, on arrive à la comprendre. Mais encore une fois, là, on ne va pas chercher à créer une émotion chez la personne qui le reçoit. Et là, je me dis, bon, ce mail-là, ils ont dû l'envoyer à 200, 300, 400 personnes facilement. Donc, nous, de notre côté, comment on fait aujourd'hui pour obtenir par mail? Parce qu'aujourd'hui, sur nos campagnes mail, on a des taux de réponse qui, généralement, sont aux alentours de 10%. Donc, et nos emails sont lus jusqu'au bout, parce qu'on a pas mal de retours où les personnes nous disent on a lu votre email. On arrive à décrocher en moyenne 4 rendez-vous par semaine sur des comptes, on précise, qui sont en océan bleu. Ça veut dire que forcément, si vous êtes sur une niche, qu'il n'y a pas de concurrent, il n'y a personne, forcément, ça peut monter assez rapidement. Mais par contre, si on est dans un océan rouge, compliqué, on va plus tourner aux alentours des 1,5, 2 rendez-vous par semaine. Et aussi, on arrive à offrir une expérience de prospection qui est agréable pour les personnes qu'on va prospecter. C'est-à-dire qu'on veut que l'image, parce que nous, on prospecte en marque blanche, donc on va prospecter, par exemple, pour le coup, pour Swiss Life, on utilisera un nom de domaine Swiss Life, mais on veut préserver l'image qui est renvoyée de la boîte, mais aussi offrir aux personnes qui reçoivent le mail de se dire, ils ont eu un moment où ils ont été prospectés et c'était différent. Et pour rebondir sur ce dernier point, nous, on l'a aussi beaucoup vécu avec des campagnes, des fois, qui avaient des taux de réponse ou des taux de clics qui étaient moins élevés que ce qu'on avait connu auparavant. Et en fait, on s'est aussi rendu compte très clairement, et on l'avait vécu aussi dans d'autres sociétés, que si on baisse les volumes email, on baisse aussi très, très nettement le volume d'opportunités. Donc, il y a un vrai lien entre la notoriété et le déclenchement d'opportunités un tout petit peu plus tard, qui ne sont pas forcément directement reliées à une campagne email, mais qui s'opèrent quand même dans votre acquisition. Enfin, il y a un vrai lien entre notoriété maintenant et campagne email. En fait, c'est de la publicité que les gens choisissent de regarder au moment où ils ont envie de le faire. Et avec un coût qui est, je pense, imbattable. On parle très peu finalement, enfin nous on en parle très peu de la partie ROI sur les campagnes email, mais en fait il n'y a pas de canal qui est aussi héroïste. Hein. Il faut juste se le mettre en tête. Vous envoyez 100 emails, vous avez 3 personnes qui arrivent et qui sont clients, c'est énorme, c'est énorme. Mais donc, et généralement, ce que je veux dire par là, c'est qu'en plus des 3 clients qui vont arriver directement, il y en a peut-être 2, 3 qui vont arriver par la notoriété,
parce que vous avez continué votre prospection au fil du temps avec ces envois d'email. Et ça dépend effectivement du dernier point, qui est d'offrir une expérience de prospection agréable. C'est pas toujours mesurable, c'est difficile de relier vraiment à la campagne. Mais en revanche, le moyen, c'est si vous coupez, vous vous rendez compte que votre acquisition, elle part en l'air. Et c'est raisonné à l'inverse par l'absurde, mais vous voyez que l'acquisition email, elle a beaucoup, beaucoup de liens. Exactement. Et je veux même un peu compléter ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, un commercial, l'objectif d'un commercial, d'un sales ou de la prospection, c'est simple, c'est un triptyque, c'est rassurer, convaincre et convertir. Ces trois-là, rassurer, convaincre, convertir. Rassurer, quand on fait de la prospection email, comment on va déjà rassurer un prospect? C'est par l'écosystème qu'on a créé tout autour de notre marque, de notre entreprise. C'est les case studies, c'est le contenu, voilà, c'est tout ce qui rassure une personne où il se dit, OK, ça a l'air d'être une boîte qui connaît bien son métier. Donc, il faut pouvoir rassurer vos prospects. Une fois qu'ils ont été rassurés, généralement, ils vont devoir être convaincus. Donc là, tant mieux, on est passé à l'étape démo. Vous avez réussi à les rassurer, vous avez obtenu un rendez-vous. On est dans la démo. Au moment de la démo, là, on va essayer de les convaincre et ensuite, in fine, pouvoir les convertir. Donc là, on va voir comment aujourd'hui, déjà, comment on structure nos emails de notre côté chez SBDR. Alors, pour l'instant, rien de magique, rien de fou. On s'appuie sur la structure AIDA, attention, intérêt, désir, action. Attention, l'objet du mail ou la première phase, voilà, ce qui va faire que la personne va se dire, OK, je lis la suite. L'intérêt, on apporte une réponse à une attente probable, possible. Le désir, donc qu'est-ce qu'on va apporter à notre prospect, et ensuite notre fameux call to action. Donc ça, c'est notre structure. On travaille toujours sur cette structure-là. Donc logiquement, vos mails doivent, si on respecte cette structure, votre mail doit avoir en étape 1 l'objet et une phrase d'intro. En étape 2, pourquoi lui, pourquoi cette personne, pourquoi vous la prospectez, le signal d'affaires, qu'est-ce qui fait que vous allez vers lui, la proposition de valeur en 3 et ensuite notre call to action. Donc, une fois qu'on a dit ça, on peut se dire, bah, OK, bah, tout va bien, oui, moi j'applique mon AIDA et je peux m'arrêter là. Bah, non, en fait, le problème, c'est que tout le monde l'a fait pendant un moment. Beaucoup de gens ont respecté un peu trop mécaniquement ce fameux framework, et ce qui fait que tous les mails, au final, se ressemblent. C'est pour ça que vous avez vu les mails que je vous ai montrés bien avant. Ils se ressemblaient quasiment tous, hein, à quelques exceptions près, à quelques mots près. Bon, la structure est plus ou moins la même parce que tout le monde, au final, encore une fois, on lit tous la même information au même endroit, donc on va tous plus ou moins refaire la même chose. Nous, ce qu'on fait chez SBDR, c'est qu'on ajoute une variable qui est donc le STH, qui est dans cette structure AIDA, on rajoute une variable. En fait, le STH, en fait, c'est une technique de copywriting, en fait, qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des campagnes de prospection email qui soient 3 fois plus performantes, clairement. J'ai un petit case study que je vous montrerai en fin. Et ce qui montre qu'au final, quand on arrive à parler à l'humain, qu'on arrive à avoir un copywriting qui soit mieux, comment dirais-je, qui soit un peu plus centré sur l'humain, généralement les résultats y suivent. Aujourd'hui, l'attitude d'un prospect, d'un client aujourd'hui résulte toujours de 3 composantes, et c'est ça qu'on va aussi utiliser dans cette technique-là. C'est l'attention, la composante cognitive, l'intérêt, la composante affective, et le désir qui est donc la composante conative. Donc ces 3 composantes-là, encore une fois, sont très tournées sur l'humain. Donc le STH, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire speak to human. En fait, c'est une technique de copywriting qui a donc pour objectif de captiver votre lecteur et de l'inciter à prendre une action. Bien sûr, on va utiliser des leviers cognitifs. L'objectif de cette technique, c'est de pouvoir guider vos prospects dans un entonnoir de conversion, aussi pour les motiver à remplir
comment dirais-je, un call to action, à prendre un rendez-vous, à souscrire à une démo, etc. Cette technique est très basée sur l'humain. C'est-à-dire qu'on se dit que derrière le professionnel, il y a un être humain. Monsieur Jean-Jacques, directeur financier, quand il rentre à la maison, il n'est plus Monsieur Jean-Jacques, directeur financier. C'est un être humain comme tout le monde, qui rigole, qui a ses humeurs, etc. Donc, le but, c'est de se dire, OK, certes, on va d'une part avec la méthode, avec la structure AIDA, on va parler à notre professionnel, mais d'une autre part, avec ce copywriting qui sera le STH, on va aussi parler à l'être humain qui est derrière pour aller susciter, générer une émotion. Donc, le but, bien sûr, quand on va susciter une émotion, c'est de le faire sourire, de faire sourire la personne, de le faire réagir. Elle peut aussi réagir en disant finalement, non, ça ne m'intéresse pas pour X raisons, mais le but, c'est avant tout d'avoir une réaction, une émotion humaine qui va être provoquée chez la personne qui va nous lire. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a toujours tendance à considérer le B2B avec une approche très rationnelle des choses. Voilà, on voit, on voit des décideurs, on voit pas c'est pas des êtres humains, c'est des décideurs. Et effectivement, on a toujours peur un peu enfin personnellement, en tout cas, moi j'ai peur d'aller dans la partie émotion. Mais ça va être intéressant de voir jusqu'à quel point tu te le permets, justement. C'est ça qui est... Bien sûr, il faut pouvoir l'ajuster en fonction de la cible qu'on a. C'est-à-dire que cette technique, on va l'appliquer par exemple sur des personnes qui ont, on va dire, entre 30 et 45 ans. On va écrire d'une certaine manière, mais si on va sur encore un directeur financier qui est dans une boîte du CAC 40, qui a 55 ans, 60 ans, on aura une autre manière de le faire. On va toujours appliquer cette méthodologie-là, cette technique d'aller parler à l'être humain, d'aller susciter une émotion, mais bien sûr, toujours adapté au buyer persona qu'on a en face. Donc, comment aujourd'hui on applique cette technique sur une structure AIDA? Premièrement, c'est déjà d'adosser la prise de contact, toujours adosser votre prise de contact à un signal d'affaires. C'est-à-dire, vous contactez une personne, qu'est-ce qui a fait que vous l'avez contacté? Est-ce que c'est des enjeux métiers? Est-ce que c'est une actualité? Est-ce que c'est un manque de ressources que vous avez vu dans l'équipe? Par exemple, je vends une solution je sais rien, de formation et chez moi, mon signal d'affaires, c'est les boîtes qui n'ont pas de RH. Voilà. Les boîtes qui n'ont pas de RH, dans ce cas-là, quand je veux contacter les personnes, je vais leur dire, j'étais sur LinkedIn, j'ai vu qu'il n'y avait pas de RH dans votre boîte. Donc, ça demande de prendre aussi du temps dans la qualification. Le filtre arrive bientôt, Under. Je l'attends encore, ce filtre. Parce que pour l'instant, je le fais mano, on le fait tous à la mano, mais je l'attends, ce filtre. Donc voilà, donc soit des enjeux métiers, une actualité. Un autre exemple que je peux vous donner en actualité, c'est qu'il y a eu pas mal, on a un client en fait qui est dans la cybersécurité et il y a eu pas mal de mairies qui se sont fait pirater ces derniers temps. Qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit une séquence mail, on a contacté toutes les mairies en mettant justement cette actualité-là en valeur en disant je me permets de vous contacter parce que telle mairie a été récemment hackée, donc je me suis dit que peut-être que vous aviez les mêmes problématiques, blablabla. Donc voilà, on légitimise entre guillemets notre prise de contact. Nous, on utilise beaucoup la composante affective, on utilise énormément l'humour parce que à la fin de la journée, on est tous des êtres humains et les gens ont envie de rigoler, hein. Peu importe le sérieux de la personne, ça reste un être humain qui a envie de rigoler à un moment. Voilà. Donc, nous, on va utiliser cette composante affective. Briser la glace toujours en phrase d'accroche. On essaie vraiment d'avoir des phrases d'accroche hyper pertinentes ou hyper accrocheuses. Nous, l'objectif, on a un exercice qu'on fait souvent quand on est en train d'écrire une séquence. C'est on va trouver la phrase d'accroche et ensuite, on va essayer de la montrer à d'autres membres de l'équipe qui n'ont pas forcément participé à cet atelier et de voir s'ils vont regarder la suite, voir combien vont accrocher. Donc, on essaie toujours d'avoir une phrase d'accroche qui donne envie à la personne de lire la suite, voire parfois,
Parfois, on ose un peu trop même, je dirais. Et à ça, on rajoute bien sûr un ciblage, merci Faro, qui est assez précis. Comment aujourd'hui comment vous pouvez structurer votre équipe justement pour avoir des performances, ces performances-là en cold email et pouvoir utiliser justement cette technique? C'est que chez nous, sur une campagne email, il y a 3 voire 4 personnes qui vont intervenir. On va avoir une personne qui est en charge du copywriting, qui ne fait que ça, qui va avoir vraiment la vision, j'ai envie de dire la vision littéraire, hein, qui ne va pas avoir une vision forcément business. Et c'est ça qui nous intéresse sur ce poste-là. On ne veut pas une personne qui soit sales, on ne veut pas un sales, on ne veut pas un marketeur, on veut vraiment quelqu'un qui n'a pas une notion de business, voilà, et qui va justement pouvoir avoir cette vision d'apporter un email qui parle à un être humain. On a une personne qui va s'occuper de toute la data, tout ce qui est enrichissement, base de données, etc. Pareil, elle reste sur ce poste-là, donc elle a une vision purement, j'ai envie de dire, analytique, hein. C'est que de la data, voilà. C'est une personne qui ne parle que data. Et on a une troisième personne qui est en charge justement de piloter tout ça et d'analyser les performances des mails et faire des recommandations aux uns et aux autres. Donc, ce qui fait qu'au final, la personne qui écrit le mail, elle a besoin d'avoir la personne qui est en charge de la data du scrapping. Ils ont besoin de se parler pour que les deux puissent en commun, justement, à la fois l'un pouvoir apporter sa valeur ajoutée, de dire, OK, moi j'ai envie de parler comme ça, j'ai envie d'écrire comme ça, et l'autre qui aura peut-être une vision un peu plus aussi sales, dire, oui, OK, mais il faut que tu prennes en compte telle et telle data que moi j'ai à disposition. Donc voilà, donc on essaie vraiment d'avoir une équipe qui se complète et qui peut justement travailler sur une séquence. Petit tips par rapport à ça, quand tout le monde n'a pas forcément une équipe avec 3 personnes différentes à l'intérieur. Bien sûr. C'est notre cas, par exemple, nous, on n'a pas 3 personnes sur ce sujet, il y a moi. Et du coup, je pense que on n'a pas, je suis d'accord avec Ander, on n'a pas le même état d'esprit quand on est en train de faire du ciblage, quand on est en train d'écrire, que quand on est en train de faire de l'analyse. Ces trois fonctionnalités du cerveau qui ne fonctionnent pas de la même manière. Donc, je pense qu'il faut avoir des moments. En fait, on a besoin de fraîcheur à chaque fois qu'on arrive sur l'un de ces thèmes. On a besoin d'avoir une certaine fraîcheur intellectuelle. Donc, si vous avez fait une journée dans laquelle vous avez fait du ciblage, c'est compliqué de se dire que vous allez faire dans la même journée, effectivement, la création des campagnes et l'écriture de ces campagnes-là. Déjà, ça ne va pas vous plaire, vous arriverez fatigué, vous ne ferez pas une bonne écriture. Donc, c'est bien d'arriver à diviser et peut-être de commencer une journée avec le ciblage et le lendemain, peut-être en commençant de journée, parce que c'est le moment où on est le plus productif, de travailler sur l'écriture des campagnes. Et puis ensuite, de travailler l'analyse, c'est un petit peu au fil de l'eau pour voir un peu comment s'effectuent les campagnes. Bref, en tout cas, voilà, petit tips, quand vous avez une organisation comme la nôtre, dans laquelle il y a une seule personne, juste essayez au maximum d'arriver avec de la fraîcheur d'esprit sur le sujet. Exactement. Alors, quelques chiffres sur nos campagnes. Aujourd'hui, on est en moyenne à 70% en taux d'ouverture. Bon, il y en a qui sont parfois à 80%. Bon, quand on a un taux d'ouverture qui est plutôt correct. On est à 10% en taux de réponse, donc les gens répondent énormément. Et on est à peu près à 2,5% de taux de réponse positif, donc qui aboutissent ensuite à un rendez-vous. Donc là, maintenant, on va pouvoir regarder le type de mail, en tout cas le type de réponse qu'on va avoir. Donc ça, c'est une réponse qu'on a eue, qui nous a donné un rendez-vous. Donc on voit « Bonjour, permettez-moi de vous dire bravo pour l'originalité de votre mail qui m'a fait rire et que j'ai lu jusqu'au bout. » Voilà. Là, on a une information importante de se dire qu'OK, notre technique, elle marche. C'est que là, on a réussi, premier objectif, on a réussi à susciter une émotion chez la personne. Pour le coup, nous, on va chercher l'humour. Et on a réussi à faire qu'elle lise le mail, en tout cas qu'elle aille jusqu'au bout du mail et nous donne le rendez-vous. Là, c'est un autre type de réponse qu'on a eu qui était surtout tourné aussi sur le fait, on revient au ciblage, d'avoir fait un bon ciblage, mais le bon ciblage, c'est aussi d'avoir le bon signal d'affaires en fait, qui est associé à notre buyer persona. Donc, pareil, très bien marché, mais on va pas se dire que tout est rose. On a aussi des réponses où les personnes nous disent non.
je ne suis pas intéressé. Mais là, ce qui est intéressant justement avec cette technique de copywriting, c'est que quand les personnes nous disent non, elles nous donnent quand même de la valeur, elles nous donnent des informations. Vous avez tous reçu, on le reçoit tous, hein, le stop. Il y a des gens, ils se prennent stop. On a le désinscrivez-moi, je ne suis pas intéressé, arrêtez, où est-ce que vous avez eu mes coordonnées? Bon, voilà, je pense que vous l'avez tous déjà reçu, ce type d'email. Nous, la valeur ajoutée de notre technique, de notre manière d'écrire nos mails, c'est qu'on va avoir des réponses qui vont se dire non, mais comme on a réussi à susciter une émotion positive chez les personnes, bah, elles vont quand même prendre le temps de nous donner de l'information. Donc là, pour le coup, la personne nous dit, voilà, on organise nos marchés différemment, nanana, on ne peut pas avancer sur ce projet, blablabla. Mais voilà, elle développe quand même son no-go. Voilà, on n'est pas juste sur un no-go qui n'apporte pas grand-chose. Pareil, là aussi, c'est des réponses que j'avais reçues. Une personne qui dit non, mais qui nous dit bah, quel plaisir de lire un mail de démarchage qui sort du lot. Et là, on revient à ce qu'on disait, l'expérience vécue par votre prospect. Qu'est-ce qu'il va ressentir? Et là, déjà en termes d'image, même pour l'entreprise, cette personne va garder un bon souvenir. Si dans 2-3 matins, on revient ou que dans 2-3 matins, elle a un besoin, là, elle va peut-être penser à nous et elle va se dire, ouais, ils avaient eu une bonne approche et voilà, pourquoi pas se parler. Un deuxième qui revient, vos messages sont originaux, bien tournés et je les ai lus. Donc voilà, on a ce qui ressort beaucoup des réponses qu'on a, que ce soit en go ou en no-go, c'est j'ai lu, original, j'ai rigolé. Voilà, c'est généralement ce qui va ressortir. Et là, maintenant, on va vous montrer l'exemple d'un mail qu'on a envoyé en appliquant justement cette méthode-là. Alors, je vais juste dire un truc juste avant par rapport aux emails, je ne suis pas intéressé ou effectivement bonne continuation. Une récente étude d'Hotspot, alors qui ne fait pas forcément toujours les meilleurs emails de prospection comme on l'a vu, mais plutôt qui est pas mauvais sur les sujets sales, disait qu'il fallait qu'un prospect dise non 4 fois avant d'accepter la 5e. Donc la vente, c'est aussi de la résilience. Donc l'image que vous laissez les 4 fois, c'est ce qui amène le fait que la 5e fois, la personne va dire oui, et peut-être que le sujet sera arrivé à maturité pour lui. Donc un je ne suis pas intéressé ou une question de réponse, enfin en tout cas une réponse dedans, même pour ces personnes-là qui ne sont pas directement, dans lequel il n'y a pas une vente qui s'effectue peut-être dans les 3 semaines qui suivent, c'est pas pour autant que ce message original n'aura pas payé sur le long terme. Et c'est ça le but, hein, pas faire des boîtes qui durent 2 ans, mais des sociétés qui restent. Exactement. Et donc là, comment on le structure? Donc on commence par bonjour, prénom ici. Je plaisante Nathalie, comment allez-vous? Là, qu'est-ce qu'on fait? Clairement, quand on met un mail où on commence par bonjour, prénom ici, la personne, elle se dit, c'est qui ce Gus? Encore un qui a utilisé un outil d'automation, qui s'est gouré et dont je ne vais même pas lire le mail. Donc, nous, on commence en disant ça et on sait que n'importe quel humain, on vous envoie bonjour, first name, vous allez ticter, vous allez vous dire non, mais franchement, les gens, ils sont plus professionnels. Et derrière, on enchaîne par je plaisante, comment allez-vous? Je me présente, blablabla. Et donc là, dans cette partie, donc on est sur la phrase d'accroche. L'objectif, c'est de briser la glace en cherchant à susciter une émotion et pousser le prospect à lire la suite. Donc là, on va être sur la composante affective, on va être sur de l'humour. Voilà, on fait un peu de l'autodérision parce qu'on sait que c'est déjà arrivé on soit en train de faire une séquence email et là, on se trompe de colonne et puis bam, ça part et finalement, les gens reçoivent bonjour first name. Nous, on s'est un peu amusé de faire ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Oui, c'est le moment où vous vous dites encore un email de prospection. Et oui, c'en est un, je l'avoue. Mais recevant moi-même des emails, les uns aussi similaires que les autres, j'ai décidé de faire différemment et de vous contacter pour de bonnes raisons. Et c'est le moment où vous dites quelle raison. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va couper l'herbe sous les pieds de notre prospect en utilisant la composante cognitive qui est basée sur les croyances et les connaissances de notre prospect. En fait, notre prospect, là, à ce moment-là, il comprend que c'est un mail de prospection. Mais
on va prendre de l'avance sur lui et on va l'avouer clairement. On va dire, ouais, bah oui, on sait que tu es en train de penser à ça. Bah ok, on te l'avoue, bah oui, en effet, c'en est un. Et là, le but, c'est encore toujours de faire tomber la barrière de défense de la personne, mais surtout d'aller chercher de l'émotion. Donc là, soit elle va se dire, ah ouais, ils ont du culot, soit elle est en train de rigoler, ou peut-être qu'elle est énervée, mais on va aller chercher quelque chose et certainement, elle va se dire, j'ai envie de voir jusqu'où ils vont aller dans leur délire. Généralement, en échangeant avec quelques personnes, quand on envoie les mails, ce type de mail, les gens se disent, j'ai envie de voir jusqu'où ils vont dans leur délire. Donc ensuite, on revient, on dit, bah, en faisant mes devoirs, j'ai remarqué que vous étiez en pleine croissance en ce moment. C'est le signal d'affaires. Et on imagine qu'avec cette croissance, pour la soutenir, vous avez probablement des collaborateurs qui ont besoin de se mettre à jour régulièrement sur des outils digitaux, blablabla. On est dans la proposition de valeur. Nous avons mis en place un Doctolib, entre parenthèses, rien que ça. Et oui, nos chevilles vont bien. Donc là, pareil, autodérision, parce qu'on sait que la personne va se dire, ouais, ok, encore une startup qui se prend pour le nouveau Zuckerberg, Doctolib. Il se compare déjà à Doctolib. On sait que c'est une réaction naturelle quand une personne dit bah, oui, j'ai créé le nouveau Facebook. On dit oh, ok, d'accord, bah, ça va tes chevilles. Sinon, bah, voilà, on parle à l'humain. On sait que l'humain derrière, il va penser à ça. Qui permet à chaque collaborateur en toute autonomie de booker, blablabla. Bla. Donc là, pareil, contexte, signal d'affaires, susciter le désir, toujours avec cette volonté d'aller chercher une interaction, un engagement, une émotion chez notre humain. Et ensuite, encore une fois, on se tire un peu dessus. Alors arrive la fameuse question en fin de mail, parce que certainement, le mec, il se dit, OK, d'accord, ils vont me dire, oui, quand est-ce qu'on se voit, la démo, blablabla. Aimez-vous les chats? Donc là, je pense que la personne, elle bug, elle se dit, bon, OK, comment ça? Et derrière, bah, non, bien sûr, on rigole. Avez-vous une dispo pour une démo découverte de notre plateforme? Ça ne sera que 20-30 minutes de votre temps. Et pour moi, l'opportunité de vous prouver que vous n'avez pas perdu votre temps. Et on met un PS. Alors ça, c'est une petite astuce. Les gens lisent toujours le PS. Les gens lisent toujours, chaque fois qu'on met un PS, les gens ils lisent le PS. Généralement, ils lisent le début, la fin. Et on met un PS, spoiler alerte, dans 3 jours, vous allez recevoir une relance. Voilà, encore une fois, on coupe l'herbe sous le pied de notre prospect parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus dupes. Hein. Ils savent que quand ils reçoivent un mail, ils vont recevoir un deuxième, un troisième, un quatrième. Et nous, on s'amuse de ça, on en rigole. Et on lui dit, bon, gagnons du temps et parlons-nous. Donc là, voilà, on fait un call to action qui est différent de ce qu'ils ont l'habitude de voir, de recevoir, en jouant justement sur ce biais cognitif. Et là, Anders, sur le chat, on pose la question de savoir si c'est quelque chose que tu as osé avec des personnes qui ont plus de 40 ans, cette approche-là, même les termes avec spoiler alert et tout ça, c'est des termes qui sont plus jeunes en soi, même l'utilisation de l'anglais. Là, tu avais une cible qui était plus jeune ou tu te le permets sur tout le monde? Alors là, c'était une cible qui était dans ma tranche d'âge. Donc, ils avaient entre 30 et 45 ans maximum, je pense. On était sur du DRH, du DRH ou du responsable formation. Donc, sur des profils, voilà, 35 ans, 38 ans, 39 ans. Donc, c'est pour cela que, bien sûr, on s'est permis ce mot-là, spoiler alerte, parce qu'on sait que, bon, c'est pas pour dire que les personnes qui ont plus de 50 ans ne comprennent pas ça, mais on va dire que c'est plus dans l'air du temps, on va dire, pour ces personnes-là. Et là, ton call to action, c'était aimez-vous les chats? Le call to action, alors non, c'était pas le call to action. Le call to action derrière, c'est bien sûr de lui proposer qu'on se parle, qu'on discute. Aimez-vous les chats, justement, c'était pour faire une sorte d'ironie justement sur les call to action, parce qu'on dit arrive la fameuse question en fin de mail, roulement de tambour. Généralement, c'est là où on demande est-ce qu'on peut se voir, est-ce qu'on peut se parler, et nous, on introduit aimez-vous les chats. Encore une fois, pour garder la personne, pour garder l'attention de la personne en fait sur le mail, et en sachant qu'il va lire la suite. Parce que là, il va se dire, ah ouais, les mecs, ils osent quand même. On a reçu des mails des personnes qui nous répondaient en disant, ouais, merci pour votre mail, c'était sympa, mais je précise que j'aime pas les chats. Bon, voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde, j'ai envie de dire, mais c'est quelque chose qui crée de l'émotion, en tout cas qui fait réagir et qui est assez osé.
Et là, tu disais, pour repréciser la cible que tu avais eue sur cette campagne, c'était qui? DRH et responsable formation. DRH, ok. Ouais, je pensais. DRH dans des PM, dans des grosses PME, on va dire, ouais, dans des Ok. grosses PME. Ok, yes. En gros, pour repréciser, je pense le mécanisme, parce que je vois que Marc et Arnaud étaient un petit peu étonnés. Je pense qu'effectivement, tu peux pas forcément te le permettre sur des DRH qui ont plus de 40 ans. Enfin, mais l'image qui est comment dire, la logique qui est présentée par ça, c'est surtout d'y aller et d'apporter un rééquilibrage. Je pense que l'automatisation a fait que automatiquement, c'est basculé vers trop d'automatisation et humainement, on rejette un petit peu cette automatisation-là. Et là, on vient pour remettre un tout petit peu d'humain. Alors, il peut y avoir une empathie qui est développée avec l'humour sur une certaine typologie de personnes, avec certaines expressions. Et puis, on peut apporter cette humanité d'une autre manière, avec un peu plus d'empathie potentiellement, sur une cible qui est peut-être un tout petit peu plus touchy. On va lui Ah parler un oui, tout bien petit peu sûr. différemment. Bien sûr, Effectivement, on n'est pas parler des chats sur les DAF, quoi. C'est oui, sûr, mais faut adapter le message. Faut adapter le message à la cible. Là, on était sur des personnes qui avaient entre 30 40 ans, donc personnes plutôt jeunes, dans des boîtes. Alors, je précise aussi, c'était des boîtes tech, des grosses startups. Voilà, c'était plus trop des startups, mais en tout cas, bon, voilà, on peut leur mettre cette étiquette startup. Donc, on savait que de par leur écosystème, qui étaient des boîtes qui étaient assez jeunes. C'était des boîtes qui avaient à peu près max 5 ans d'existence. Donc, on est sur des boîtes jeunes avec des RH ou des DRH qui sont aussi jeunes, qui sont dans des boîtes très digitalisées. Donc là, on se permet d'avoir cette approche un peu plus, un peu plus, un peu plus rentre dedans, on va dire. C'est sûr que si on était sur du DAF de plus de 50 ans dans une boîte du CAC 40, le mail, il allait tourner totalement différemment. Et là, encore une fois, c'est pour ça que je dis que euh, cette méthode-là, il faut bien sûr l'appliquer en fonction de la personne que vous avez, en fonction de votre cible, en fait. Ce qui va être important, c'est d'aller chercher une émotion chez votre interlocuteur, qu'il soit dans un très grand groupe et qu'il soit DAF chez Bouygues, comme une personne qui est RH chez Alan. Voilà. Le but, c'est qu'un message soit adapté pour cette personne-là, le bon message à la bonne personne au bon moment, et qu'un autre message soit tourné différemment. On l'aurait certainement tourné totalement différemment sur une cible, on va dire, un peu plus âgée. ouais. Et l'idée aussi qui est présente, c'est de dire justement ce que Ander vous a présenté au départ, c'est pas un template à utiliser. Enfin, Ah, non, ne le faites pas. c'est pas ça. La logique, c'est parce qu'Ander a dit au départ que lui adorait utiliser l'humour. Donc, en fait, il est très à l'aise avec le fait d'utiliser cette manière-là de provoquer, entre guillemets, la réaction. Si c'est quelque chose que vous ne... Et je pense que c'est un email que tu écrirais naturellement, en fait. Si c'est quelque chose que vous ne faites pas naturellement, mais vous utilisez d'autres ressorts naturellement pour vos emails, il faut utiliser cela. En fait, c'est ça qui est dans le template, c'est juste remettre cette humanité de... Moi aussi, j'aime l'humour. Oui, on en a tous différents. Je réagis par rapport à Arnaud, mais c'est juste la forme avec laquelle vous êtes à l'aise qu'il faut utiliser. Oui, soyez et faites-le parce que nous on le fait. Alors là, je précise aussi ce mail-là, quand on écrit un mail, généralement, on le travaille avec le client, avec la personne qui est censée, entre guillemets, porter ce message-là. Et on essaie de faire un mail qui ressemble aussi au caractère et à la personne, à notre client, en fait. Là, en fait, si vous voulez, Delphine, bah, si vous la rencontrez, c'est une personne qui plaisante énormément, qui fait énormément de blagues, qui est très avenante, qui ose. Voilà. Donc, on a essayé en fait de prendre un peu de son caractère, de sa manière d'être, de l'adapter à la cible, au message, et ensuite de pouvoir écrire quelque chose au final qui lui ressemble. Donc, les Ouais. messages qu'on va les écrire, on va pas le faire dans le dos de notre client en disant bon ben voilà on a fait ça. Non, le but c'est d'avoir quelque chose qui soit en accord avec la cible, avec la personne, avec la boîte, l'image de la boîte, voilà,
et que tout soit aligné. Mais après, voilà, vous pouvez le faire sur Mais d'autres c'est sites bien. différents. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est parce que tu as présenté un email et je vois qu'il y a surtout Arnaud qui a eu une réaction, en fait. C'est exactement ce que tu as prévu. Alors, elle est différente, mais il y a cette réaction-là. Et je pense que c'est ce qu'on essaie de chercher, justement, de ne pas être juste. De pas se présenter comme un robot qui a bien fait tout son travail, mais de remettre encore une fois cette part d'humanité à l'intérieur de la séquence, cette part de sensibilité, et, euh, Exactement. et vraiment de l'adapter. Après, oui, faut être aussi Ouais. à l'aise avec ça, mais c'est ce qui fait qu'en tout cas pour nous, encore une fois, pour nous, les campagnes mail marchent mieux, du coup, parce que, ben, voilà, on provoque des réactions, en fait. On provoque des réactions. Alors, on va toujours avoir des gens qui vont plus ou moins aimer, d'autres qui vont moins aimer, mais on va toujours provoquer des réactions. Et quand on a des gens qui n'aiment pas, bah, ils vont nous dire, ils vont nous répondre, mais on n'aura pas juste la réponse stop, non merci, ne m'envoyez plus de mail. Généralement, les personnes vont écrire un peu plus, en tout cas vont essayer de nous détailler un peu plus la raison pour laquelle ils nous disent non. Donc ça, là, j'ai choisi cet exemple-là parce que je savais que ça allait faire réagir. C'est l'exemple qui est le moins lisse. On en a d'autres encore qui sont différents, qui sont encore un peu plus rentre dedans. Là, on est sur des cibles aussi jeunes, mais on a des exemples. Bon, là, on ne pourra pas tout voir, mais on a des exemples aussi de mails sur des seniors, DAF, justement, où on a utilisé l'humour et où on a eu de bonnes réactions, justement, parce que à la fin de la journée, encore une fois, ça reste des êtres humains. À partir du moment où on reste professionnel, on a la maîtrise de ce qu'on écrit, de comment on l'écrit et de la réaction qu'on a envie d'aller de chercher, et qu'il y a du respect, il y a un respect qui est quand même un respect professionnel qui est là, à partir de là, généralement, on obtient des réactions. Donc, en résumé, cette technique de copywriting, c'est déjà avoir la bonne structure, adosser ensuite sa prise de contact à un signal d'affaires, utiliser les composantes de l'attitude, que ce soit des composantes cognitives ou conatives. Bref, cherchez à créer une émotion. Faites un mail qui vous ressemble. Voilà, faites l'exercice que nous, qu'on fait souvent, c'est quand on commence une séquence mail, on écrit d'abord brut, on l'écrit brut, et après, au fur et à mesure, on enlève, on élimine, et après, au fur et à mesure, on la resserre, pour avoir vraiment, au final, un mail qui corresponde exactement à l'émotion qu'on a envie de transmettre. Et de ne pas oublier aussi que vous vous adressez à un humain. Voilà. Derrière le professionnel, vous vous adressez à un humain. Vous n'êtes pas seul à envoyer des mails. Tout le monde envoie des mails. Je vous en ai montré 3-4 dans HubSpot, qui est quand même HubSpot, mais HubSpot qui fait un mail qui ressemble à tous les autres. Alors après, c'est vraiment un choix. C'est un choix de se dire, OK, je fais comme tout le monde. OK, dans ce cas, si on fait tout le monde, il ne faut pas non plus se plaindre que ça ne marche pas. Ou de se dire, OK, j'ose autre chose et différemment, pas forcément aussi incisif, entre guillemets, que nous, mais Et de se dire, OK, j'ose autre chose. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans ce qu'a fait HubSpot, parce que je pense que ça a différentes valeurs. HubSpot, c'est une société qui réussit bien, je pense que personne ne peut le contester. C'est sûr. Ils oscillent, pour être aussi à des moments la cible d'HubSpot, ils oscillent entre des emails qui sont très très personnalisés et des emails qui sont très généralistes sur la partie outbound. Et en fait, on voit qu'il y a vraiment des vocations qui sont assez différentes. Donc sur la partie très très personnalisée, sur laquelle on a envie de m'activer tout de suite, et comme je disais tout à l'heure, sur la partie qui est plus uniforme en fait pour l'ensemble des clients, sur lesquels ils sont en train de travailler continuellement la notoriété, enfin, de la pub à pas cher. Et il y a ces deux vocations-là, et c'est intéressant que HubSpot l'apprenne. Totalement. Donc, pour terminer rapidement, je vais vous montrer un case study de deux campagnes qu'on a réalisées chez nous. Deux clients, on a mis une stratégie d'un email classique sans cette technique du STH. On a pris une campagne où on a appliqué cette technique. C'est deux clients qui sont sur le même secteur. On a fait les campagnes sur la même période.
en utilisant les mêmes outils, juste voilà, 2 mails complètement différents. Un mail qui va ressembler beaucoup plus au mail que je vous ai montré au tout début, donc très formel, très mail qui ressemble au final à tous les mails qu'on reçoit, et un mail un peu plus, on va dire, où on va chercher à créer une émotion. Sur les résultats, alors sur le premier cas, on a généré, alors on a généré un rendez-vous par semaine environ, parfois même pas de rendez-vous du tout. Donc, on tournait sur 2 mois. Ce test, on l'a fait pendant 2 mois. On était à 6-7 rendez-vous par mois, 3 propositions commerciales. Bon, ça a quand même généré 6 000 euros. Pas dégueulasse. Mais bon, en termes de rendez-vous, ce n'était pas non plus, la folie. Alors, ce client-là, heureusement, qui faisait du multicanal, donc voilà, ils utilisent aussi LinkedIn, le téléphone, etc. Ça permettait aussi de coupler tous ces efforts-là. Le client B, même secteur, on a réussi à générer 4 rendez-vous en semaine, à peu près 28-30 rendez-vous sur 2 mois, donc pas mal de rendez-vous par mail. Ça a donné 25 propositions commerciales et 111 000 euros générés en pack commercial. Et ça, c'était les résultats que tu avais par rapport à la campagne précédente? Est-ce que Arnaud posait la question de savoir si tu avais les résultats de ta campagne précédente ou pas en tête? Alors ça, justement, c'est le fameux Delphine. C'est la campagne sur Delphine. Oui, exactement. Ok. Et on posait la question, c'est Lucien qui posait la question. Quel volume de prospects tu crées par campagne? Si je dis pas de bêtises, si j'ai bien compris ta question, Lucien, je pense que c'est ça. Alors tout dépend, tout dépend de la boîte, déjà de qui on va prospecter. Est-ce qu'on est sur une niche ou est-ce qu'on est sur une boîte qui est au final dans un segment où il y a 10 000 entreprises potentiellement qui peuvent être prospectées. Après, nous, en volume, en général, on est en moyenne à une centaine de personnes par semaine. Donc, chaque semaine, on essaie on rajoute en séquence à peu près une centaine de personnes. On ne fait pas plus. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de qualifications qui sont faites par l'humain, en fait, pas par des automations. Donc, forcément, il faut garder la tête un peu froide et avoir de la concentration. Donc, c'est le bon équilibre qu'on a trouvé vraiment pour faire à la fois, entre guillemets, de la quantité, mais surtout de la qualité. Donc, en moyenne, ouais, on va tourner une centaine de prospects par semaine. Ok, donc je pense que ça répondait à ta question, Lucien. Donc tu as 100 personnes, plus les personnes qui s'ajoutent des campagnes précédentes qui viennent dedans. Exactement. De toute façon, je pense qu'en ajoutant les personnes des campagnes précédentes, on arrive à peu près au niveau qui sont permis aujourd'hui par les outils d'envoi, hein. Aller au-dessus, c'est toujours se mettre dans une zone à risque dans laquelle on peut être considéré comme spammer, même si tout va bien, si toutes les réputations sont OK, si toutes les données sont bonnes, mais sur lequel vous avez un volume d'envoi qui est trop important, et donc vous ferez forcément détecter pour une activité inhabituelle de la part des providers d'email. Enfin, des providers de messagerie. Ok, très bien. On a eu beaucoup de questions. Il y a eu beaucoup de questions. C'était vraiment le but. C'était, sans dire un mot, je pense que l'email était choquant. Du coup, ça a provoqué pas mal d'éléments. C'était très volontaire, je pense, de la part d'Under. Encore une fois, pour montrer qu'il est nécessaire d'avoir une approche qui est différente, de l'adapter, vous mettez la dose que vous avez envie de mettre, enfin, vous voyez votre curseur un petit peu dans la familiarité, dans l'humour, dans l'empathie, c'est vous vous la connaissez mieux que n'importe qui, mais c'est cette dose-là, cette dose d'empathie qui est nécessaire aujourd'hui à l'intérieur des campagnes pour rééquilibrer et pas que ça soit comme n'importe quel email, notamment quand vous êtes dans une stratégie qui est censée pas créer de la notoriété, mais qui est créer du rendez-vous de manière assez rapide. Oui, bien sûr. Alors, je vais prendre un exemple, qui, je pense, va parler à tout le monde. C'est comme une jolie fille qui se retrouve dans une soirée. Et là, bah, tous les garçons veulent draguer cette fille, en tout cas, veulent lui parler. Et tous, qu'est-ce qu'ils font? Alors, peut-être beaucoup de dames vont aussi peut-être se reconnaître dans cet exemple. Tous vont la siffler, vous voyez? Ils vont la siffler, tous. Ils vont tous la siffler, ils vont tous la siffler. Et c'est sûr qu'elle ne va jamais répondre
à ces garçons-là, parce qu'ils sont tous en train de faire la même chose, et en plus de faire quelque chose qui est pas agréable, ils ont tous la même méthodologie. Et à côté de ça, il y a un mec qui, lui, va venir va venir en présentant des roses, en lui demandant comment elle s'appelle, en sortant une ou deux blagues, qui va réussir à susciter une émotion chez cette fille, chez cette demoiselle. Et là, elle va vouloir entamer la discussion avec cette personne. Voilà. C'est vraiment pour dire que le code email aujourd'hui, comme tu l'as dit, Alexis, après, vous mettez vraiment votre dose, vous l'adaptez à votre personnalité. Mais c'est vraiment de se dire, OK, tout le monde fait la même chose. Comment je peux faire pour faire différemment? Et c'est là où justement faire différemment, c'est mettre un peu de soi. Au final, faut un peu se donner, il faut aussi accepter. Oui, il y a des gens qui vont pas être à l'aise parce qu'ils auront peur, entre guillemets, du regard ou du jugement que la personne va pouvoir porter sur eux. Mais en fait, quand on ose, généralement, on a les résultats qui viennent avec. Bien sûr, encore une fois, c'est pas faire n'importe quoi, c'est avoir la bonne structure, c'est avoir la bonne dose, c'est l'adapter aux bonnes personnes, l'envoyer au bon moment, mais c'est de se dire, OK, d'oser, de faire complètement autre chose qui ne se fait pas, en fait, tout simplement. Mettez-vous à la place d'une personne qui reçoit 10-15 mails par jour, qui sont tous structurés, écrits de la même manière. Bonjour Jean-Jacques, vous avez besoin de faire ci, nous faisons ça, 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 bullet point, bullet point, bullet point. Ok Jean-Jacques, on se parle? Non, j'ai pas envie de parler. Et un deuxième mail, et un troisième, et un quatrième, et c'est tout le temps la même chose. Donc forcément, à un moment, quand il y en a un qui sort un peu du lot et qui a une autre approche et qui a un copywriting qui est complètement différent, en fait, ça fait quoi? Ça crée une émotion, ça génère quelque chose. Et c'était l'objectif justement de vous montrer ce mail. Et je pense que ça a marché parce que j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de questions, en tout cas que ça a pas mal fait réagir. Le but, c'était de montrer que quand on fait différemment, on fait réagir. Si je vous avais montré un mail classique, bon, vous aurez dit, OK, bon, ouais, mail classique, ça n'aurait pas provoqué l'émotion. Et moi, l'émotion que je cherchais justement à provoquer, c'était soit certains, ça va, entre guillemets, vous choquer, vous allez dire, ah ouais, mais c'est osé. D'autres, ça va vous faire rigoler. D'autres, un peu moins. Mais mon objectif, c'est de susciter une émotion et je pense que l'objectif, il est atteint. Complètement. Ouais, effectivement. Et dernier élément, donc c'est ce que mettait Under. Comment dire, il tira au sort une société pour les accompagner pendant 1 heure. C'est ça, Under, hein, c'est ça que tu veux? Oui, alors avec Faro, on vous propose, en tout cas pour ceux qui le souhaitent, une consultation bien sûr gratuite, faire un petit audit des mails que vous faites, voilà, travailler un peu ça avec vous, plus un accompagnement sur l'écriture de votre séquence mail, d'avoir une séquence qui vous ressemble et surtout une séquence qui sorte du lot en respectant vos buyers persona et les cibles que vous avez. Yes, donc vous pouvez aller sur le post LinkedIn qu'on avait fait pour la promotion de l'événement. Et voilà, ou contacter directement Under et il y aura une société qu'une main innocente de chez SBDR Team tirera pour qu'ils puissent vous accompagner le mieux possible. En dehors de la partie email, de tout ce qui était présenté, nous on a envoyé plusieurs sociétés qu'on a eu sur Faro vers SBDR Team et ça s'est toujours bien passé. Des sociétés même qui étaient très proches pour certaines, vraiment physiquement. Voilà, et donc ça s'est bien passé. Donc, même si pour certains l'email était choquant, c'est vraiment encore une fois, c'est de prendre de la hauteur et d'apporter cette différenciation à l'intérieur de la séquence. C'est ça qui est le plus important et c'est ça l'idée générale de ce webinaire. Okay. Je crois qu'il ne va plus y avoir de questions. Enfin, je crois pas. Il y a Charles qui est encore en train de taper. On va voir. Ah, très bien. Mais je ne crois pas qu'il y ait de questions. Tac, j'attends encore 5 petites secondes. Juste le temps pour moi de te remercier. Merci beaucoup, Under. Merci pour toute ta présentation, pour les emails que tu as présentés, pour justement aussi cette ouverture d'esprit. Je pense que ça en fait partie. De présenter des choses qui sont différentes, des choses qui fonctionnent différemment. C'était vraiment mon but et je pense que tu l'as bien fait. Merci beaucoup. Merci à toi, Alexis. C'était vraiment un plaisir de pouvoir montrer comment nous on fait différemment, comment on ose faire différemment.
Surtout, l'objectif, c'était surtout de ne pas faire de langue de bois. Et bon, bah, tu me connais, hein, je suis assez franc, assez direct. Donc, c'était voilà, de pouvoir apporter justement une autre réalité, de montrer autre chose, de dire que en faisant aussi autre chose, bah, c'est possible d'avoir des résultats. Et puis voilà, tout simplement, il faut oser. C'était vraiment un plaisir de partager ça avec vous. Et j'espère que vous allez nous faire un petit message sur LinkedIn et on choisira une boîte voilà, qu'on accompagnera avec plaisir sur la séquence mail. Et je promets, elle ne sera pas aussi touchée. Ouais, très bien. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.